La Terre, une planète de 4,5 milliards d'années en perpétuelle évolution. Avec ses continents qui se déplacent et s'entrechoquent, ses volcans en éruption, ses glaciers qui grandissent et rapetissent. Les multiples reliefs de la croûte terrestre sont fascinants et ils recèlent d'incroyables mystères géologiques. Et l'un d'entre eux se trouve juste ici, dans le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming, aux États-Unis. C'est l'un des endroits les plus géologiquement actifs de la planète. Il enregistre jusqu'à 5000 tremblements de terre par an et possède plus de geysers et de sources chaudes que tous les autres sites volcaniques du monde réunis. Mais pourquoi le parc de Yellowstone est-il aussi actif? Comment s'est-il formé? Et pourquoi ici, au cœur des montagnes rocheuses? Les scientifiques qui s'intéressent à Yellowstone sont en train de découvrir l'histoire de son passé violent. Le parc a été creusé par l'eau, écrasé par d'anciens glaciers et dévasté par les éruptions volcaniques les plus gigantesques que la Terre ait jamais connues. Aujourd'hui encore, Yellowstone reste l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Le parc national de Yellowstone est l'un des sites les plus extraordinaires du monde. Il est unique en son genre. Ses paysages sont parmi les plus époustouflants des États-Unis et sa faune attire 3 millions de touristes chaque année. Pour comprendre comment s'est formé Yellowstone et pourquoi il est si actif aujourd'hui, faisons un petit voyage dans le passé lointain du continent nord-américain et dans les profondeurs de la Terre. Le parc de Yellowstone se trouve à près de 2500 mètres d'altitude sur un plateau isolé dans le nord-ouest des États-Unis. Principalement situé dans l'État du Wyoming, il déborde légèrement sur l'Idaho et le Montana. Le parc occupe une superficie de 8982 km². Il est plus grand que la Corse et mesure 100 km du nord au sud et près de 90 km d'est en ouest. Il repose sur l'une des structures géologiques les plus singulières et les plus dangereuses du monde. Quelle est la particularité du parc? La flore et la faune y sont-elles inhabituelles? Non. Le fait qu'il s'agisse d'un espace sauvage aussi vaste? Non. Il y a plein d'endroits comme ça dans l'ouest des États-Unis. Alors c'est quoi la différence? C'est une géologie très spécifique qui est à l'origine de ce parc. Yellowstone a été déclaré premier parc national du monde à cause de sa géologie. C'est cette géologie étrange qui attire les équipes de scientifiques. Leur tâche? Reconstituer l'histoire incroyable des différents phénomènes qui ont fabriqué ce paysage extraordinaire en fouillant dans le passé lointain de Yellowstone. L'histoire géologique de Yellowstone remonte à l'époque de la formation du continent nord-américain. Certaines roches de Yellowstone ont entre 2,8 et 3,2 milliards d'années. Elles sont parmi les plus vieilles d'Amérique du Nord. C'est seulement en remontant le temps qu'il est possible de comprendre pourquoi, dans cet endroit précis, il y a près de 4000 km de rivières, plus de 300 cascades et la plus grande concentration au monde de sources chaudes, de marmites de boue, de fumerolles et de geysers. Il y en a 10 000. Que nous apprennent-ils sur la formation de Yellowstone et sur son relief? Notre enquête commence avec la plus grande attraction du parc, Old Faithful. C'est une information déterminante sur ce qui se passe sous terre. Situé au sud-ouest du parc, le geyser offre un spectacle explosif environ toutes les heures et demie. Il crache des milliers de litres d'eau bouillante. Yellowstone n'a pas d'équivalent sur Terre. Il y a tellement de chaleur qui sort ici, c'est vraiment un phénomène unique.
Après une petite sieste de 90 minutes, Old Faithful rugit à nouveau. Il ne dormait pas en fait, il faisait le plein d'énergie et la température de l'eau augmentait, la pression s'accumulait. Il y a sous Old Faithful un système de plomberie assez complexe, composé de cavernes, de conduits et de goulots d'étranglement. L'eau de pluie qui sature le sol autour du geyser remplit lentement son réservoir souterrain. La roche brûlante en sous-sol chauffe l'eau sous pression pendant environ 90 minutes. Subitement, de l'eau jaillit par une fissure minuscule de 13 cm de large. Cela produit une chute de pression à l'intérieur du réservoir. En un instant, des milliers de litres d'eau se transforment en vapeur d'eau et jaillissent à l'air libre. Quand la pression est forte, des bulles de vapeur commencent à arriver à la surface. Le système se dépressurise et une éruption peut alors se produire. Old Faithful prouve que les roches souterraines sont brûlantes. Les scientifiques trouvent des preuves d'un passé géologique violent à une cinquantaine de kilomètres au sud-est des sources chaudes, sur les berges d'un lac circulaire qu'on appelle Indian Pond. En tant que géologue, mon boulot consiste en gros à jouer au détective et à essayer de comprendre l'origine de ces roches et leur histoire. C'est parti. Ok. Dans ce cas précis, jetons un œil. À l'origine, cette roche, c'était tout simplement du sable fin. On pouvait plonger ses doigts dedans. Le rocher est formé de millions de petits grains de sable. Le microscope montre que les grains se sont agglomérés après une réaction chimique et une forte pression qui se sont produites en profondeur. Mais comment le rocher s'est-il retrouvé à la surface? Après avoir daté la roche, Lisa Morgan découvre qu'il y a 3000 ans, elle a été expulsée du sous-sol pendant l'explosion d'un geyser gigantesque. Il a dû y avoir de l'eau bouillante, des fragments de roches et du matériel boueux. Et ils ont été propulsés dans l'air à une hauteur de 900 à 1500 mètres. Et à un moment, tout ça est retombé de cette colonne explosive. Dans ces cas-là, mieux vaut ne pas se trouver dans les parages. Indian Pond est le cratère que le geyser a laissé derrière lui. Mais ce n'est rien comparé au cratère que Lisa Morgan a trouvé à Mary Bay, dans le lac Yellowstone. Lisa Morgan a daté l'explosion de ce geyser à 13 000 ans. Nous voilà donc au milieu du lac Yellowstone. Et comme vous pouvez le constater, il fait très beau. Tout est agréable et tranquille, mais au fond du lac, c'est tout sauf tranquille. Les recherches de Morgan prouvent que des geysers explosaient autour du lac et même sous l'eau il y a entre 13 000 et 3 000 ans. Et leur taille suggère que ce qui les animait était énorme. Mais ce phénomène est-il toujours actif aujourd'hui? Des fumerolles sous-marines au pied du cratère répondent en partie à cette question. Elles libèrent d'énormes quantités d'eau brûlante et de gaz. Pour connaître la composition de ces gaz, Jake Lowenstern et son assistante en prélèvent des échantillons dans les sources chaudes au centre du parc. L'entonnoir qu'ils utilisent est conçu pour récupérer les bulles de gaz avant qu'elles atteignent la surface et entrent en contact avec l'air. On n'y touche pas pendant 5 minutes pour que l'oxygène disparaisse? Oui. C'est un mélange gazeux très complexe, mais on a beaucoup d'outils à notre disposition pour essayer d'analyser cette information plutôt compliquée. On va donc étudier tous les gaz qui sortent. On peut obtenir ainsi des informations sur les différentes roches qui sont sous Yellowstone et on peut essayer de comprendre comment les choses évoluent en une semaine, en une année ou en 10 ans. L'analyse des gaz montre qu'il y a du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et du sulfure d'hydrogène. C'est le même mélange qui sort des volcans.
Mais le dernier indice capable de renseigner les scientifiques sur ce qui se passe sous terre est prélevé au bord des sources chaudes. Voici des cristaux de quartz qu'on a ramassés au bord de ce bassin. Voilà ce qu'il en reste. C'est rejeté en l'air et ça forme un petit dépôt autour du bassin. Ce sont de magnifiques petits cristaux de quartz. Certains sont légèrement tachetés de fer et d'autres choses, mais la plupart d'entre eux ont un joli dégradé de jaune et sont transparents. Les cristaux de quartz comme ceux-ci ne peuvent se former que lorsqu'une coulée de lave en fusion se refroidit lentement après avoir été expulsée des profondeurs de la Terre. Les cristaux sont donc la preuve formelle que sous ces sources se trouve un volcan. La présence d'eau bouillante à Yellowstone mène à une seule et même conclusion. Le parc est alimenté par une chaleur volcanique. Les geysers n'apparaissent que lorsque les roches sont assez chaudes pour transformer l'eau en vapeur d'eau. Les gaz sous-marins ont la même composition que ceux des volcans. Le quartz des sources d'eau chaude ne peut que provenir de lave volcanique. Il y a une énorme quantité d'énergie qui remonte du sol et qui s'exprime dans les geysers, les marmites de boue, les sources chaudes et les fumerolles. D'où vient toute cette chaleur? Elle vient de la roche en fusion associée au volcan de Yellowstone. Mais une question reste malgré tout sans réponse. Dans ce paysage idyllique, où se trouve le volcan? La géologie volcanique unique de Yellowstone est potentiellement mortelle. Il est donc capital d'enregistrer l'activité de son sous-sol. Le volcan de Yellowstone est un système volcanique très actif et il faut donc le surveiller de près. Tout ce qu'on fait ici relève de la recherche. Mais nous enregistrons également l'activité volcanique. Et si l'activité est plus intense, nous allons chercher à savoir ce qui se passe dans le système de plomberie qui se trouve sous nos pieds. Pour essayer de prévoir à quel moment le volcan caché de Yellowstone va entrer en éruption, les scientifiques étudient son passé géologique. Une partie de notre travail consiste à regarder le paysage et à en déchiffrer l'histoire géologique. Il y a tellement d'éléments, tellement de preuves à regarder que c'est fascinant de travailler ici. Les scientifiques commencent à étudier Yellowstone bien avant qu'il ne devienne le premier parc national du monde en 1872. En fait, ce lieu exceptionnel est fréquenté depuis très longtemps. La datation d'anciennes pointes de flèches montre que les Indiens occupent déjà ce territoire, il y a 11 000 ans. Selon leur légende, ce sont les esprits coléreux de Yellowstone qui font trembler la terre. Et c'est ce qu'ils racontent aux premiers explorateurs comme Lewis et Clark. D'autres récits de trappeurs, d'explorateurs et de montagnards, comme John Colter et Jim Bridger, témoignent de geysers qui jaillissent dans l'air à plus de 20 mètres de hauteur. Ils parlent aussi de sources si chaudes qu'on peut y cuire de la viande. Ces histoires semblent totalement farfelues jusque dans les années 1860, quand les premiers géologues explorent les lieux et découvrent que les coulées de lave et les fumerolles sont les signes d'une activité volcanique. Il y a un hic cependant. Personne n'est capable de localiser le volcan. Nous disons que Yellowstone est un des volcans les plus actifs du monde. Les gens viennent ici, les touristes, les scientifiques, et ils disent « C'est quoi cette histoire? Je ne vois pas de volcan qui fume, je ne vois pas le cratère pentu d'un volcan. » Toutes ces choses auxquelles on pense quand on parle d'un volcan en activité. Donc, sans ces signes évidents de la présence d'un volcan, les scientifiques partent à la recherche d'indices supplémentaires. Ils les trouvent dans la vaste forêt de pins de Lodgepole. C'est la seule végétation qui prospère sur ce sol pauvre, issu d'un type particulier de lave qu'on appelle la rhyolite.
Et les invasions permanentes de moustiques indiquent également la présence de cette roche volcanique. La rhyolite n'est pas très perméable. C'est pourquoi on trouve ces petits étangs qui sont en permanence remplis d'eau. Ce sont des lieux de reproduction idéaux pour les moustiques. Même si vous ne les voyez pas, il y en a plein ici. Les pins et les insectes indiquent tous les deux qu'il y a beaucoup de rhyolite à Yellowstone. C'est une information capitale quand on sait que la lave rhyolitique provoque des éruptions volcaniques extrêmement violentes. Ça ressemble beaucoup à de la pâte à pain. C'est 1000 fois ou 1 million de fois plus épais et plus visqueux. Si on met du gaz dedans, on peut avoir une éruption très explosive. Mais si la lave rhyolitique est à ce point explosive, quelle a été la puissance de la détonation qu'elle a déclenchée? Pour le découvrir, les scientifiques ne cherchent pas à l'intérieur du parc de Yellowstone, mais dans une vallée lointaine, à Meadow Creek, dans le Wyoming. En creusant son chemin dans le paysage pendant plusieurs millions d'années, la rivière a mis à jour une mince couche de roches noires dans la falaise. Non loin de là, une tranchée permet à nos enquêteurs d'examiner de près cette mystérieuse roche noire. Si vous regardez de près cet échantillon, vous voyez ici un éclat de pierre ponce. Ces petits fragments rouges ici, ce sont de petits morceaux de pierre. Et si on découpait une fine lamelle de cette pierre et qu'on la regardait au microscope, on verrait des débris de verre compressés. La couche noire, que les géologues appellent de l'obsidienne, est en réalité une sorte de verre. C'est la preuve irréfutable que les pierres et le sol sont sortis d'un volcan. L'obsidienne se forme quand de la cendre et des gaz bouillants se refroidissent rapidement sous une forte pression. Et c'est exactement ce qui se produit quand les nuages volcaniques se répandent sur le sol. L'obsidienne se forme dans les couches inférieures. Elle est rafraîchie par au-dessous et écrasée par le poids des débris chauds. La couche de cendre qui a écrasé l'obsidienne à Meadow Creek est toujours visible aujourd'hui. Sa base se caractérise par cette obsidienne très dense et épaisse, à mesure que la coulée s'est immobilisée et tassée. Et par-dessus cette couche de verre compacte, ça devient plus clair et encore plus épais, environ encore 9 mètres. Et tout en haut, il y a le sol actuel. Et on voit qu'il y pousse diverses sortes d'arbustes et de plantes. En étudiant la composition minérale des cendres, on découvre qu'elles proviennent d'une ancienne explosion volcanique dans le parc de Yellowstone. Il n'y a qu'une explication pour qu'une telle quantité de cendres ait été expulsée aussi loin de sa source. L'éruption a été gigantesque. De mémoire d'homme, on n'en connaît pas d'aussi importante. Elle fut tellement phénoménale que les scientifiques la qualifient même de super-éruption. On regarde les restes d'une super éruption. Et pourtant, on se trouve à 80 km de la source de cette éruption. Les géologues ont recréé ce qui a dû se passer ici, le jour où Yellowstone a explosé. Des nuées ardentes se sont répandues dans le parc dans toutes les directions. Ça se déplace à une très grande vitesse, facilement plus de 150 km/h, et ça détruit tout sur son passage. Elle était extrêmement chaude quand elle est arrivée ici, probablement plus de 800 degrés, 2 fois la température d'un four à pizza, vraiment très très chaud. Alors quel effet ça faisait de se trouver à cet endroit il y a des centaines de milliers d'années, le jour où les nuées ardentes de Yellowstone se sont répandues jusqu'à l'horizon?
Un tel impact est totalement inimaginable. On doit être écartelé, brûlé et méconnaissable. Ce serait très difficile de retrouver qui que ce soit. Toutes les preuves concernant la taille de cette super éruption permettent de résoudre le mystère du volcan perdu. Les scientifiques réalisent que l'éruption a dû être tellement énorme qu'elle a dû réduire le volcan en morceaux. Les invasions de moustiques montrent que la rhyolite occupe une partie du sous-sol de Yellowstone. La présence d'obsidienne à 90 km de là indique que des coulées de cendres se sont répandues sur des kilomètres autour du parc. Et d'épaisses couches de débris confirment la puissance gigantesque de l'explosion qui s'est produite. Reste à savoir maintenant quel héritage le supervolcan a laissé derrière lui. Parce qu'un danger potentiel rôde encore ici, enfoui dans les profondeurs du sous-sol. Plus d'un siècle après la création du parc national de Yellowstone, personne n'est conscient d'un fait exceptionnel. Le parc se trouve à l'intérieur de l'un des plus grands cratères de la Terre. Ce n'est qu'à la fin des années 1960 que le géophysicien américain Robert Christiansen s'aperçoit que les formations rocheuses qu'il étudie depuis plusieurs années tout autour du parc dessinent une gigantesque crête circulaire. Il compare ses découvertes au sol avec une série de clichés de la NASA, photographiés entre 1966 et 1970. Les photos aériennes confirment que l'anneau représente le tour d'un cratère de 70 km de diamètre. Quand on se trouve sur l'une des portions du volcan, c'est à peine si l'on en voit l'autre extrémité. La découverte du cratère coïncide avec une autre découverte scientifique dans une région totalement différente des États-Unis. En Californie, des chercheurs trouvent une mince couche de cendres enfouie sous la surface du sol. Cette cendre correspond à de la matière issue du cratère de Yellowstone. En datant les couches sédimentaires, ils constatent que cette cendre est arrivée il y a 640 000 ans. Les scientifiques savent enfin à quel moment s'est produite la super éruption de Yellowstone. On retrouve des traces de cette même cendre dans tout l'ouest des États-Unis, ce qui confirme la taille gigantesque de l'éruption. Elle est 80 fois plus importante que celle de l'explosion qui détruit l'île de Krakatoa en 1883. Et 2500 fois plus violente que l'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980. La puissance presque inimaginable de l'explosion de Yellowstone conduit les scientifiques à qualifier le volcan de supervolcan. Mais le mystère persiste. Dans ce paysage si paisible, où se trouve le cratère fumant que le volcan a dû laisser derrière lui? Aujourd'hui, quand on regarde le paysage, on voit des collines et des arbres. Alors apparemment, il n'y a pas un grand trou dans le sol laissé par l'éruption du volcan de Yellowstone. Quelque chose d'autre s'est donc produit. Un des premiers phénomènes est le comblement du cratère par toutes sortes de coulées de lave. Et si vous regardez du côté de ces arbres, vous verrez l'une des plus vieilles coulées de lave qui s'est produite après l'éruption, il y a 640 000 ans. Pendant des centaines de milliers d'années, cette coulée de lave s'est transformée en terre et s'est couverte d'arbres. Mais dans d'autres zones du parc, un type de lave différent s'est répandu. Et il n'y a pas de végétation, car elle continuait de couler il y a 100 000 ans. Les dernières coulées de lave sont beaucoup moins explosives et plus liquides, et se refroidissent lentement.
Elles adoucissent le paysage accidenté de Yellowstone et le transforment en une campagne paisible. Dans un premier temps, Yellowstone devient plus tranquille. Mais certains éléments indiquent que la Terre a de nouveau été ensevelie, sous une couche de neige et de glace cette fois. La glace, qui a poli les pierres, raconte elle aussi une histoire. Elle apporte des informations capitales sur les forces volcaniques qui continuent, aujourd'hui encore, de dessiner le paysage du parc. Son récit est visible dans les plus petits détails. Des rayures dans les pierres indiquent la direction dans laquelle la glace s'est déplacée. Elles montrent que les glaciers glissaient toujours vers l'extérieur d'une calotte glaciaire située au milieu du parc. Une seule explication à ce phénomène. Une force souterraine a dû soulever le parc de Yellowstone. La montagne qui s'élève à l'époque est beaucoup plus haute que les collines environnantes, puisque des glaciers se forment en son sommet. Mais quelle force assez puissante a pu ainsi pousser vers le ciel les pics de Yellowstone? Le premier indice qui permet de répondre à cette question est la quantité répétée de tremblements de terre à Yellowstone. Quand le sol se déforme, il craque et gronde comme un Stradivarius. Et ces craquements et grondements, ce sont des tremblements de terre. Les secousses sont enregistrées par des sismomètres répartis dans tout le parc. L'enregistrement des tremblements de terre est un élément capital de l'étude, parce qu'en fait, c'est le stéthoscope qui nous permet de prendre le pouls du système. Robert Smith étudie un mystère géologique déconcertant. Yellowstone subit jusqu'à 5000 tremblements de terre par an, alors qu'il se trouve en plein cœur de la partie stable du continent nord-américain. Les scientifiques cherchent par tous les moyens à découvrir ce qui se passe sous la surface et qui secoue si fréquemment le parc. Pour y parvenir, ils relèvent sur une carte les lieux et la profondeur auxquels se produisent les séismes. Alors pourquoi y a-t-il autant de tremblements de terre? Il faut attendre le milieu des années 1980 pour le savoir. Des ordinateurs toujours plus puissants permettent alors aux scientifiques de voir l'intérieur de la Terre. Les ondes sismiques provoquées par les tremblements de terre se propagent rapidement dans la roche froide, mais ralentissent quand la roche est chaude. La vitesse de l'onde est transcrite par l'ordinateur en 3D et en couleur. Elle indique exactement où se trouve la roche chaude dans le sous-sol. Les ondes sismiques se propagent dans la Terre comme les rayons X qui traversent un corps. On utilise donc le même procédé pour recréer la structure de la Terre sous nos pieds. Les ondes sismiques font apparaître la structure souterraine du parc. Elles racontent l'histoire graphique du sous-sol de Yellowstone. Elle révèle la présence d'un gigantesque réservoir de roches en fusion qui a créé le cratère de Yellowstone quand la lave s'en échappait. Le sol s'est écroulé sur ce réservoir au moment où il se vidait. Mais les ondes sismiques continuent encore aujourd'hui de ralentir sous Yellowstone, ce qui prouve que la chambre magmatique est toujours tapie sous le parc. Elle mesure près de 50 km de long, 40 km de large et 15 km de profondeur. La taille de la chambre se modifie d'année en année selon qu'elle se remplit ou se vide de roches à moitié liquides d'une température de plus de 800 degrés. C'est le cœur battant de Yellowstone. Ce mouvement permanent déforme le sol en surface, créant des failles et provoquant des tremblements de terre. Sa chaleur réchauffe toutes les sources et les geysers de Yellowstone. Les entrailles de Yellowstone révèlent enfin leur secret. Les sismographes enregistrent des milliers de tremblements de terre par an.
Et la visualisation des ondes sismiques met en évidence l'existence d'une chambre magmatique gigantesque à des kilomètres de profondeur sous le parc. Mais notre enquête est loin d'être terminée pour autant. Parce que de toute évidence, il existe une structure encore plus monstrueuse dans les entrailles du parc. Au début du XXIe siècle, les scientifiques qui cherchent à comprendre comment le site de Yellowstone s'est formé possèdent des images de ce qui se trouve sous le parc. Un problème persiste cependant. La technologie ne permet alors de descendre qu'à quelques kilomètres sous la surface. Mais à mesure que les données toujours plus nombreuses sont communiquées à des ordinateurs de plus en plus performants, les scientifiques font une découverte étonnante. En avril 2006, le géologue Robert Smith publie de nouveaux diagrammes de structures chaudes enfouies beaucoup plus profondément sous terre. Les ordinateurs apportent des images plus détaillées. Les résultats sont saisissants. Les chercheurs voient pour la première fois le monstre endormi qui repose sous le parc de Yellowstone. S'enfonçant à des kilomètres sous terre, beaucoup plus profondément que la chambre magmatique, relativement peu profonde, se trouve un énorme conduit volcanique. Personne ne sait avec exactitude jusqu'où il descend, mais probablement jusqu'à 650 km de profondeur, voire plus, soit environ la distance entre Paris et Marseille. Robert Smith en tire certaines conclusions. Selon nos estimations, depuis qu'on étudie la physique et la dynamique de ces choses, ça ressemble à un conduit de roche en fusion en cheminée. Cette cheminée, qu'on appelle un point chaud, a produit suffisamment de chaleur à une époque pour faire fondre la roche de l'écorce terrestre et remplir la chambre magmatique qui a ensuite explosé et formé le vaste cratère de Yellowstone. L'explication de la formation du cratère constitue un moment important de notre enquête. C'est la preuve que des éruptions similaires se sont produites par le passé, il y a très très longtemps. Durant les années 60, différentes équipes de géologues étudient la plaine de la Snake River, au sud-ouest du parc de Yellowstone, et découvrent les traces d'anciens cratères volcaniques. Les bords des volcans sont érodés depuis longtemps, mais leurs contours sont confirmés par des photos aériennes. Ces cratères forment une ligne qui entoure la plaine et se dirige vers le milieu du parc. En moyenne, chaque cratère a 2 millions d'années de plus que son voisin. Les chercheurs en concluent que ces cratères sont les restes d'explosions de supervolcans. Une chaîne ininterrompue qui retrace l'histoire géologique de la plaine sur des milliers d'années. Il semble évident que le point chaud a provoqué de gigantesques éruptions à plusieurs reprises, à mesure qu'il se déplaçait sous terre. Apparemment, il a parcouru des centaines de kilomètres. Mais cette constatation soulève un nouveau mystère. Comment un point chaud, ancré au cœur de la planète, peut-il se déplacer ? En 1985, le volcanologue américain William Scott fait une découverte capitale. En notant sur une carte l'emplacement de 30 000 tremblements de terre, il s'aperçoit que le résultat obtenu suit une trajectoire étonnante. Les séismes dessinent un V géant à la surface du sol. Ce V entoure l'emplacement même du point chaud. Ce qui semble indiquer dans un premier temps que le point chaud est toujours en mouvement. Il fait onduler le sol autour de lui, créant des failles et provoquant des dizaines de milliers de tremblements de terre. En réalité,
C'est dans la tectonique des plaques que réside la clé du mystère. Car c'est le continent américain qui se déplace, et non le point chaud. Et si la chaîne de cratères existe, c'est parce que depuis des millions d'années, le continent américain se déplace au-dessus du point chaud immobile. À mesure que la plaque nord-américaine se déplace au-dessus de cette source de chaleur, celle-ci fait sauter le couvercle et crée la trajectoire du point chaud. Voilà pour la plaine de Snake River. Et Yellowstone n'est que le composant actif de ce phénomène aujourd'hui. Ce sont les explosions répétées du point chaud qui font de Yellowstone un endroit unique. D'autres points chauds ont été repérés sur Terre, comme celui qui a créé l'archipel d'Hawaï. Mais Yellowstone est le seul endroit où un point chaud entre en éruption au milieu d'un continent. Chaque explosion détruit complètement la montagne qui s'est formée. Puis le paysage s'aplanit sous l'effet des coulées de lave liquide qui remontent ultérieurement des profondeurs de la Terre. De nombreux indices viennent confirmer la présence du monstre endormi, le gigantesque point chaud qui se trouve sous le parc. La carte des tremblements de terre indique son emplacement. Les ondes sismiques révèlent la profondeur du conduit. Et les anciens cratères témoignent des éruptions gigantesques qui se sont succédées à intervalles réguliers pendant des millions d'années. Tout ceci nous conduit à la question la plus terrifiante de toutes. À quel moment Yellowstone va-t-il de nouveau entrer en éruption? En mesurant la quantité de cendres rejetées par les super-éruptions de Yellowstone et leur localisation géographique, nos enquêteurs font une découverte terrifiante. Il y a 640 000 ans, l'éruption a déversé environ 1000 km3 de matière, de quoi recouvrir 4 fois la superficie de la Bretagne sous des dizaines de mètres de cendres. Si ça se reproduit, des milliers de gens vont mourir et des régions entières des États-Unis vont être enfouies sous des débris volcaniques. Reste à savoir quand va se produire la prochaine éruption de Yellowstone. L'un des moyens de le savoir consiste à étudier les éruptions du passé. Le point chaud transperce l'écorce terrestre tous les 600 000 ans, provoquant des super-éruptions. Et la dernière s'est produite il y a 640 000 ans. Mais les géologues espèrent qu'il va y avoir des signes avant-coureurs, avant que Yellowstone n'explose à nouveau. Les éruptions volcaniques sont généralement précédées d'une série de tremblements de terre de plus en plus répétés. Ils indiquent que les chambres magmatiques souterraines se remplissent de roches en fusion, qu'elles se dilatent et déforment le sol en surface. Le parc de Yellowstone subit en moyenne 12 mini-tremblements de terre par jour. La plupart d'entre eux sont trop faibles pour être ressentis par les touristes et ne sont détectés que par les sismomètres les plus sensibles. Mais au début 2009, 4 fois plus de secousses se sont produites chaque jour. Sur une période de 10 jours, il y a eu plus de 500 séismes, certains atteignant une magnitude de 3,9 et suffisamment forts pour effrayer les visiteurs et alerter les scientifiques. Un deuxième indice permet de repérer une augmentation de l'activité volcanique. Si la chambre magmatique se dilate sous l'effet croissant des roches en fusion, la surface du sol se soulève. Et c'est ce qui semble également se produire en ce moment. Une preuve inattendue vient confirmer cette hypothèse. Elle se trouve dans les eaux du lac Yellowstone. Il y a environ 100 ans, de petits bateaux à vapeur font traverser le lac aux touristes. L'un d'entre eux prend feu et coule à pic.
Mais des forces géologiques ont exhumé les restes du bateau de sa tombe aquatique. Nous avons ici un bateau qui a brûlé au niveau de l'eau, ce qui nous renseigne sur la déformation de Yellowstone. Ce qui se passe, c'est que le fond du lac s'est soulevé et a fait remonter le bateau. L'apparition de l'épave prouve que le sol sous et autour du lac se soulève à cause de la dilatation de la chambre magmatique. Encore plus inquiétant, la vitesse à laquelle elle se dilate semble s'accélérer. D'un point de vue géologique, une énorme partie du parc se dresse à une vitesse jamais observée jusque-là. La plus grande surréaction a été enregistrée à quelques kilomètres du rivage. Un GPS beaucoup plus sophistiqué que celui de votre voiture y est installé. Il mesure non seulement la position de la surface du sol, mais également son altitude exacte au centième de millimètre près. Il y a une petite antenne émettrice de la taille d'un pouce qui repose sur cette tige d'acier. Elle est enfoncée de 1 mètre, 1,20 m dans la terre. Si le sol se soulève ou s'affaisse, l'antenne monte et descend. Le GPS et le terrain sur lequel il est installé se soulèvent. Nous sommes au-dessus de la chambre magmatique et depuis fin 2006, toute cette zone a commencé à se soulever à raison de 5 à 8 cm par an. Et aujourd'hui, cette installation s'est soulevée de tout ça. Et elle continue. On poursuit nos mesures et on surveille la déformation du soulèvement qu'on observe ici. Mais cela signifie-t-il que le supervolcan de Yellowstone menace d'entrer à nouveau en éruption? Ce que nous réserve le futur de Yellowstone d'un point de vue géologique est une question fascinante. Et mes collègues et moi-même adorerions connaître la réponse à cette question. Les scientifiques suivent de très près l'activité du volcan. Le but de la science est de comprendre le phénomène. Il est donc de notre responsabilité d'étudier la façon dont cette déformation évolue, comment elle fonctionne. On doit être conscient qu'il existe un risque d'éruption volcanique et de séisme du fait de la formation même de ce système. Il n'y a aucune raison de penser que le volcanisme s'est arrêté. Notre enquête à Yellowstone prouve que le supervolcan qui sommeille sous le parc est bien vivant et toujours aussi dangereux. Les conduits souterrains d'Old Faithful révèlent une chaleur volcanique. La présence d'obsidienne témoigne d'une éruption passée gigantesque. Les sismographes enregistrent des milliers de tremblements de terre, tandis que les ondes sismiques démontrent l'existence de chambres souterraines terrifiantes. Et l'apparition d'une épave indique que le sol se soulève. Et pourtant, l'ultime question concernant l'avenir géologique de Yellowstone reste sans réponse. À quel moment la prochaine éruption du supervolcan va-t-elle se produire? On sait qu'il reste assez de magma. On sait que la température est suffisamment élevée. On sait qu'il y aura d'autres éruptions à Yellowstone, mais on ne sait pas s'il y aura une autre éruption catastrophe. Notre enquête se termine donc sur une menace potentiellement mortelle. À l'échelle du temps géologique, une super éruption à Yellowstone est probablement imminente. Elle peut très bien se produire dans 10 000 ans ou 100 000 ans. Elle peut aussi se produire demain et ouvrir un nouveau chapitre dramatique dans l'histoire sans fin de la formation de la Terre.